En contrôle, un stylo qui tombe, moi je sais que c'était fini pour moi, il y avait plus de concentration. J'ai vraiment eu cette, détermination de travailler, parce que je savais que je voulais devenir vétérinaire déjà. Je bénéficie pour mes examens d'une salle où je suis toute seule avec une personne qui me surveille. Mon médecin, il a dit: «Mais je pense que ça serait bien d'essayer d'envisager un traitement». En fait, ça a été vraiment une délivrance. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Julie, étudiante en première année de licence BG2S, Biosciences-Géosciences. Porteuse d'un TDAH, Julie a pour objectif de préparer le concours vétérinaire en L2. Cet objectif la guide dans ses apprentissages. Elle nous raconte comment elle s'adapte à la vie universitaire avec son handicap. Moi, je suis TDAH, ça signifie trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans mon cas, je suis bel et bien hyperactive, ça c'est sûr. On le remarque par déjà je bouge dans tous les sens. Niveau 1, cérébral, mon cerveau il va dans tous les sens à 3000 à l'heure. Il y a aussi plein de petites particularités dans la vie courante. Par exemple, je vais couper la parole sans vouloir forcément couper la parole. Quelqu'un va me parler de quelque chose, je vais lui parler de quelque chose totalement autre. Et la personne va se braquer, mais c'est pas du tout, c'est vraiment une hyper... on va dire mon cerveau se connecte dans tous les sens. Et du coup, au niveau plutôt scolaire, ça va se remarquer, les cours c'est assez long quand même. Au niveau, quand on est plus jeune, ça se voit moins parce que les cours sont quand même adaptés pour être... on a pas mal de temps de récréation, etc. Pas mal de temps de pause. Mais du coup, quand on va commencer les autres vont grandir et développer cette capacité finalement de pouvoir se concentrer et rester assis sur une chaise, je vais dire entre guillemets, nous, les TDAH, on va toujours bouger, on va toujours regarder par la fenêtre. Ça, c'est terrible. Les salles de classe avec des fenêtres, moi, c'était terrible pour moi. Ou même, par exemple, en contrôle, un stylo qui tombe, moi, je sais que c'était fini pour moi, il n'y avait plus de concentration. J'imaginais que le stylo, il roulait, il passait par la fenêtre et j'ai déjà fait qu'une question, quoi, donc voilà. Mon parcours pour trouver mon trouble, il a été assez difficile. En fait, depuis petite, j'ai des grosses lacunes d'orthographe et de concentration, mais surtout d'orthographe et même pour exprimer. Je vais des fois, on va peut-être l'entendre, mais utiliser pas les bons mots, des mots qui ressemblent, mais je mélange tout. Et on était persuadés que j'étais donc dyslexique. Et je faisais tous les tests. Et en fait, chaque fois, ça disait que j'avais des grosses lacunes d'orthographe, etc. Mais que j'étais pas dyslexique. Et on comprenait pas trop. Et c'était même venu à un stade où les profs pensaient que ma maman faisait pas passer les tests parce qu'ils disaient « mais c'est obligé, elle doit être dyslexique ». Et en fait, ma maman a un peu pareil parce qu'il faut savoir que le TDAH, c'est en partie, une grande partie héréditaire. Donc du coup, elle a fait un petit peu des recherches parce qu'elle aussi, elle se sentait un peu comme moi. Et un jour, elle a découvert donc une association à Lyon sur le TDAH et elle s'est dit mais en fait, c'est un truc de ouf, ça te correspond totalement. Et on a trouvé un rendez-vous. Et je me rappelle que ça changeait totalement des rendez-vous basiques parce que c'était justement à côté là de Lyon 1. Et en fait, la personne, le docteur chez qui je suis allée, qui est le docteur Gérard, qui est mon docteur encore aujourd'hui, il m'a même pas fait, etc., de diagnostic. Il m'a dit, il m'a vu, il m'a dit, ok, je devais avoir les genoux pliés sur la chaise, je pouvais l'écouter à moitié. Il a dit, ok. Donc, du coup, là, il m'a direct fait un papier pour que je puisse avoir mes aménagements. Et par contre, bien évidemment, j'ai dû faire des tests, entre autres, donc les tests de concentration et aussi les tests de QI parce que le TDAH est souvent associé à un haut potentiel intellectuel. Donc moi par exemple j'ai un haut potentiel mais au niveau de la mémoire, j'ai une mémoire vraiment ce qui me permet finalement de pallier cette difficulté et c'est pour ça qu'au final en cours, j'étais pas si mauvaise que ça parce que j'arrivais à pallier cette difficulté-là.
Mais ouais, du coup, ça a été quand même une jolie délivrance. Au moins, comme ça, les profs m'ont un peu lâché les baskets. Et ça, c'était, je dirais, ouais, fin cinquième quand même, donc assez tard. Arrivée au collège, j'ai vraiment eu cette détermination de travailler. Parce que je savais que je voulais devenir vétérinaire déjà. Et je savais que c'était très dur. Et j'ai l'impression de travailler en permanence, d'être hyper au point sur plein de sujets, même par rapport aux autres, etc. Et quand je faisais les exercices, les évaluations, en fait, on me rendait ma copie, je pensais que j'allais avoir des notes de malade. Et en fait, j'avais que des mauvaises notes, pas parce que je donnais pas la réponse, mais les TDAH ils vont se reconnaître quand je dis ça, mais en maths, j'avais tous les résultats, mais j'écrivais que le résultat. Donc aucune démarche. Donc le prof il me disait mais tu peux pas faire ça. Enfin, ça se trouve t'as copié, etc. Et moi je disais mais c'est une perte de temps d'écrire tout, comment je vais faire, comme ci, comme ça. Enfin, même je comprenais pas. Et, et ça m'a suivi encore tard parce que je me rappelle là en terminale, je faisais une épreuve de physique, je me disais mais je vais avoir 20 et tout. C'était quand même plus tard, donc je connaissais quand même mon trouble. J'ai rendu la copie, je crois que j'avais eu 6. Tout ça parce que pareil, j'avais, je sais pas, c'était un jour je pense où j'avais peut-être oublié mes médicaments parce que je suis sous médicaments et du coup, j'avais rien justifié. Quand on est TDAH, donc trouble de l'attention, etc., le premier conseil qu'on donne pour un post-bac, c'est de pas aller dans des études où on n'a pas d'encadrement. Parce que, apparemment, moi je pense que c'est une légende urbaine, mais apparemment on aurait besoin d'un encadrement, et parce qu'on est des enfants qui partent dans tous les sens, etc. Et donc on dit, oh là là, la fac, non, faut aller en prépa, faut être cadré. Et moi je le vois totalement différemment, parce que bon, ça s'applique à mon cas propre. Hein. Quand je parle avec d'autres personnes où il y a des gens qui me demandent quoi faire post-bac, j'adapte mon discours selon la personnalité. Mais moi, en fait, de me mettre trop d'encadrement, je me désintéresse totalement parce que ça m'angoisse, ça me stresse et j'arrive pas à me mettre dedans. Et en fait, je suis arrivée à la fac où j'avais zéro encadrement. Et en fait, je faisais quelque chose, on a des matières quand même que j'aime beaucoup. Et au final, en CM, même mes copains qui n'ont aucun trouble et qui sont autour de moi, ils me disent « Mais t'as pas arrêté de taper un mot depuis le CM, on ne croit pas que t'as des troubles de l'attention. » Et c'est qu'en fait, j'y vais par moi-même. Et en fait, une personne qui a ce trouble-là, il faut vraiment qu'il trouve un intérêt et qu'il y aille par lui-même. Parce que par contre, quand on est dans quelque chose qu'on va aimer, un CM, par exemple, pour moi, ça dure 10 minutes. Alors que je retourne ma tête toutes les 5 secondes, je vois que tout le monde est déjà en train de continuer sa sieste du matin, quoi. Et moi, je veux pas rater un mot. Et du coup, je dirais que finalement, le choix de la fac, ça a été super bien et que ça n'a pas tant impacté ma vie d'étudiante. Moi, j'ai de la chance d'être à Lyon 1 et d'avoir un suivi assez exceptionnel via la mission handicap. Donc c'est au début d'année, ça pour le coup, on me dit que la fac est lente, mais c'est hyper rapide. On les appelle et on voit un médecin et il nous donne tout ce qu'on peut avoir au long de l'année. Et donc moi, je bénéficie pour mes examens d'une salle où je suis toute seule avec une personne qui me surveille. Et je sais pas si on se rend compte, mais il propose cette aide à plein d'étudiants. Et du coup, on est chacun avec une salle où je suis toute seule avec un étudiant qui va me surveiller. Donc c'est juste génial pour la concentration, etc. En aménagement propre, j'ai du coup le tiers-temps, mais j'ai un aménagement assez rigolo qui d'ailleurs a une petite anecdote rigolote. Donc quand j'ai passé mon brevet, je bénéficiais donc de mes aménagements, c'était vraiment le début. Et donc je rentre dans la salle de brevet et c'était la directrice qui nous surveillait parce que les tiers-temps, on était dans une petite salle et elle explose de rire et elle dit « Mais c'est qui a cet aménagement-là ?» Et en fait, mon aménagement, c'était de pouvoir aller courir, sauter, c'était vraiment écrit comme ça, durant le brevet. Donc j'avais un espèce de petit joker où j'avais le droit un temps pour aller dans la cour, faire un tour de piste, revenir et ça ne m'enlevait pas de temps en fait finalement sur l'épreuve. Aussi avec donc, le TDAH, il y a une hypersensibilité qui est liée. Donc on est hypersensible sur plein de faits. Et quand même la fac, c'est très stressant parce que
j'ai valorisé le fait qu'on n'ait pas de cadre et que du coup on peut un peu faire par nous-mêmes. Mais il y a quand même aussi, avec le fait qu'on n'ait pas de cadre, une pression parce qu'on nous dit quand même t'as pas de cadre. Mais à la fin, on parle déjà des masters, vous allez être beaucoup, ou parce que moi je me projette au niveau des masters, mais moi je veux faire veto, mais c'est un peu le même type. Il va falloir vraiment être dans les premiers. Et en termes d'hypersensibilité, c'est assez dur la fac parce qu'on demande à la fois beaucoup, mais c'est très subtil. Et moi, les trucs comme ça, j'aime pas trop parce que les TDAH, on est vachement ruminants sur ces choses-là. Et donc, on va avoir des petits mots au début d'année, des trucs. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivée à la fac, il y a un prof qui nous avait dit mais en fait, vous allez voir, là, je vous regarde tous, il y en aura plus qu'un quart. Et puis, il était vraiment, il nous regardait, il nous disait, mais je pense que vous avez vraiment un niveau collège, c'est terrible et tout. Et même si, au fond, je sais qu'il parle à je sais pas si c'est une minorité, une majorité, mais un type de personne, moi, je le prenais vachement pour moi et je me disais, non, mais c'est pas possible. Et je me disais, purée, comment je vais faire et tout. Alors que ça s'est passé super bien, que cette matière, j'ai eu des super notes. J'étais arrivée à un niveau de pression quand même au milieu de l'année où on a une très grande bibliothèque universitaire j'allais à cette bibliothèque pour réviser pratiquement tout le temps. Et en fait, je me suis monté la tête là-dessus où en fait, comme on est quand même ceux qui vont à la bibliothèque, des gens qui travaillent énormément, j'allais à la bibliothèque le matin, je relevais la tête, je voyais que tout le monde travaillait et je me disais mais là il faut que je parte. Et je me disais mais je peux pas partir. Parce que j'avais ce côté-là où je me disais, on est beaucoup, je me compare quand même beaucoup et je rumine beaucoup dans ma tête. Donc je me disais, purée, mais il faut que je reste, il faut que je travaille, il reste, il travaille. Et au final, maintenant, du coup, je vais plus à la bibliothèque pour travailler toute seule, mais j'y vais en groupe parce que c'est hyper bénéfique. Et je pense qu'il faut, au contraire, vachement mettre de recul sur la pression de la fac. Ouais. Je suis extrêmement visuelle. Comme les CM, j'arrive à les suivre, je les note bien. C'est quand même moi, j'ai besoin en fait de faire quelque chose de manuel. Donc j'ai besoin que les choses soient jolies et bien faites. Donc moi, j'ai la chance d'avoir les moyens j'ai eu une tablette, donc où je peux faire tous mes schémas, etc. Même si là, pour le plus grand malheur de mes parents, je repasse vachement au papier et ils me demandent un peu à quoi sert ma tablette. Mais j'ai besoin que mon cours, à la fin de mon CM, il me donne envie d'apprendre. Parce que je vais être très vite désintéressée des choses. Un gros texte, moi, j'ai pas envie de le lire. Ça peut être un texte sur ce que je préfère dans la vie, je n'ai aucune envie. Du coup, à la fin du CM, parce que j'ai besoin aussi, moi, que ça soit très frais. J'ai pas besoin pour moi, c'est impensable de reprendre le cours 2 ou 3 jours après. Ça sera passé, je me rappellerai plus des anecdotes du cours, etc. Donc à la fin je prends l'exemple des CM, mais à la fin des CM, je vais donc me poser, rester en salle. Comme ça, je me reste vraiment dans mon cocon parce que, bon, les CM, nous, donc à l'université, c'est tout fermé, c'est un peu glauque. Mais au moins, ça me permet de me couper du reste du monde. Et je me dis, quand tu franchis la porte, hop, tu peux relâcher ta concentration. Mais quand tu es dedans, tu gardes ta concentration. Donc je reste vraiment dans l'amphi. Et je vais venir retravailler mon cours en mettant des images. Il faut vraiment que mon cours soit joli. Moi, tous mes copains derrière, ils me disent, mais tu dois passer un temps fou, ils sont super beaux. Je vais mettre des espèces des petites images, une jolie mise en page. Et puis là, par exemple, j'ai révisé mes partiels. Je les ai tous reliés, les cours. Donc j'ai fait des blocs, je les ai reliés comme des petits livres avec un intercalaire plastique. Enfin, j'ai vraiment besoin que ça soit bien fait. Et donc je reprends les cours à la fin, je fais pour que ça devienne un peu plus digeste. Et maintenant j'ai encore un peu plus amélioré parce que du coup j'ai évolué quand même dans mon année entre mes premiers partiels et mes seconds partiels. Et j'ai appris un truc à la fac, c'est il ne faut pas tout apprendre. Moi je suis arrivée à la fac, je me suis dit il faut tout que je revoie les CM et tout. Et en fait j'ai croisé des L2 qui m'ont dit mais non en fait il faut que tu t'intéresses les profs. Ils vont tout dire, leurs anecdotes, leurs trucs, etc., machin, blanc, noir, etc. Et en fait, il faut venir, quand je finis de retaper mon texte, je vais avec un fluo et je vais finir par fluoter toujours dans le même intervalle de temps le soir à la maison. Mais je vais quand même me poser, j'ai cette chance d'avoir un trajet en tram de 40 minutes.
Donc je finis de mon CM, je retape tout pour être sûre de bien avoir mis mes petites images, mes petits trucs. Et donc je vais prendre le tram, et là je vais me dire, le tram, tu touches plus à ton truc. Tu fais plein de trucs, machin. Donc je me suis remis à lire. Même avec de l'hyperactivité, lire c'est génial parce que ça permet les histoires de partir dans tous les sens. Et quand j'arrive chez moi, bon ça je peux le faire pas dans la soirée, je peux le faire le lendemain parce que du coup j'ai déjà revu mon cours. Je vais fluorer et là je vais me faire vraiment des petites, je crois que ça s'appelle des mind maps, un truc comme ça, où je vais vraiment mettre tous les mots, etc. Et je vais me faire des petites cartes où en fait moi en révisant, j'ai besoin que ça devienne un jeu. Donc je vais avoir la réponse d'un côté la question et la réponse de l'autre côté et j'ai besoin d'être debout. Donc je vais réciter mes cours avec des petites fiches, etc. Je vais les réécrire. Et le conseil que je peux donner, c'est d'investir dans un grand tableau blanc Velleda où en fait, moi, je fais des dessins, des trucs. Et ce tableau, bon, c'est un peu je dirais un peu abusif, mais je pense que ça marche assez bien. Avant de m'endormir, je fais un grand schéma de tout. Et le matin, je me réveille, je vois ce schéma. Je me dis, ah ouais, ça. Et après, je peux faire ma journée. Et en fait, j'ai révisé indirectement parce que le soir, c'est entré dans ma tête. Le matin, je l'ai revu. Et après, du coup, je peux faire toutes mes activités dont j'ai besoin. Je suis en sport-études. Moi, du coup, c'est un peu cliché, mais oui, je suis hyper active. Donc oui, je fais beaucoup de sport. Donc j'ai fait plein de sports. Et j'étais, oui, hein, donc au collège, j'ai fait du sport-études escalade. Et du coup, j'ai dû arrêter l'escalade parce que, bref, c'était au niveau de mes genoux, c'était une sacrée cata. Et je me suis lancée parce que, du coup, vétérinaire, animaux, je me suis lancée dans l'équitation. Ça m'a appris à me concentrer sur plein de choses parce que, bon, les animaux, ils ressentent. Et finalement, quand ils ont un ver de terre qui gigote au-dessus d'eux, ça leur va pas du tout. Donc en fait, et c'est vrai que quand je vois les vidéos d'équitation, je suis hyper concentrée, je suis hyper posée, hyper calme. On me reconnaît pas du tout finalement. Je suis partie dans une discipline assez rigolote qui s'appelle donc le pony game. Donc on est en équipe et c'est des jeux à poney. Je sais quand je fais du sport, c'est un blackout total et moi, je pense que mon cerveau il est en mode mais merci quoi, c'est génial. Et donc là oui à la fac c'est aussi quelque chose qui est génial que je pense qu'on ne retrouve pas dans d'autres écoles, c'est que donc on a plein de sports proposés dont de l'équitation. Donc je fais de l'équitation avec la fac, la fac est hyper arrangeante, elle me laisse mon jeudi après-midi pour donc faire l'équitation fac et valider mon cursus sport donc dans ma licence. Et ensuite, l'après-midi, j'ai donc mes vrais cours d'équitation. Et donc, oui, là, du coup, dans une semaine, je pars au championnat de France pour ma 4e année consécutive. Alors, avec mes collègues étudiants, ça a été vraiment le bémol pour moi qui ai besoin de contact de la fac. Tu prends ton tram, t'arrives en amphi, tu repars, tu prends ton tram, tu rentres chez toi. Et t'as pas d'interaction. Voilà, c'est assez difficile. Je dirais, je pense que c'est plus au niveau quand même de la L1. Mais c'est assez difficile au début de se faire des liens et des contacts. Groupe de travail, cette année, on en a eu un seul. Donc, je ne l'ai pas vraiment encore... parce que moi, ma difficulté, c'est avec cette hyperactivité-là et cette envie j'ai une envie en vrai de perfectionnisme constant. J'ai beaucoup du mal à... Je vais distribuer les rôles, mais j'ai beaucoup de mal à laisser faire et je vais partir dans tous les sens. Si, en soi, j'ai un exemple de cette année. J'ai eu un travail de groupe à faire et j'ai mon sujet de groupe. Donc, sujet de groupe hyper passionnant, les asperges. Donc, vraiment, wow. Et donc, j'ai sujet de groupe et là, je pars direct. Je fais un plan, je fais des parties, je crée un groupe Instagram avec les gens qui je suis et je distribue les trucs. Donc on pourrait dire, elle perd pas de temps, elle gagne du temps et tout. J'aurais pas perdu de temps si j'avais regardé la suite de la consigne et que j'avais vu qu'ils nous donnaient déjà les parties et qu'il fallait faire selon ces parties-là. Donc en fait, je me suis rendu compte une semaine après où moi, bien évidemment, j'avais tout fait. C'était à rendre un mois après, donc bon, les autres n'avaient pas commencé. Mais où je me suis dit, je vais quand même revoir les consignes et tout si je suis pas à côté du truc. Et je me suis rendu compte que ouais, en fait, j'avais pas lu toutes les consignes. Avec les enseignants, donc ça se passe au final, je dirais, super bien.
Parce que du coup, je bénéficie, je pense que c'est vraiment une chance de cette facilité de contact. Et moi, j'ai aucune difficulté à la fin du cours magistral d'aller voir l'enseignant, d'échanger avec lui. J'ai pas vraiment pu échanger avec des enseignants sur mon trouble, etc. Sauf sur mon enseignant de neuro qui en a parlé. Et du coup, bah, je lui ai dit, parce que je cherche quand même une porte B si veto marche pas, parce que c'est très difficile. Et je lui demandais, parce que je m'intéresse vachement quand même à mon trouble. J'ai fait quand même mon grand oral dessus, etc. Je fais pas mal de recherches et bref, je m'y intéressais et je lui demandais s'il connaissait des secteurs de recherche. Quand j'ai été diagnostiquée, le médecin nous a proposé des médicaments. Et ma maman, bah, elle s'est dit, oh là là, aide médicamenteuse. En France, on n'est pas habitué à ça. Donc ça vient du Canada, tous les médicaments et toutes les recherches sur le TDAH. Et elle a dit non, 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 non. Et en fait, arrivé, je crois que c'était en seconde, j'étais devenue assez ingérable quand même, parce que je suis donc hypersensible, je suis assez colérique sur certains bords, j'arrivais vraiment plus à me concentrer. Et en fait, mon médecin, qui est un excellent médecin et qui est hyper carré, il me suit toujours sur la prise des médicaments, on fait toujours des tests, il a dit, mais je pense que ça serait bien d'essayer d'envisager un traitement. Et en fait, ça a été vraiment une délivrance. Et mon grand oral, je me suis dit, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que je transmette un message, et un message indirectement à l'éducation nationale, parce que j'ai toujours eu du mal avec ce côté, bah, déjà, de me mettre dans une boîte de dyslexique dès le début. Ensuite, dès que je dis que j'étais TDAH, les profs, ils me regardaient avec des yeux grands ouverts, mais TDA quoi? Enfin, t'es pas dyslexique, justement, on me disait, parce que pour eux, il y avait que les dyslexiques. Et j'avais besoin voilà, de partager, et également de partager, d'arrêter la diabolisation des aides médicamenteuses. J'avais besoin que mon sujet, comme je savais que j'allais tomber sur une prof de maths si je tombais sur ce sujet, que mon explication soit claire, concise, précise. Je me suis beaucoup aidée aussi de ma maman qui, elle, n'y connaît rien et comprend pas grand-chose en sciences pour lui faire l'explication. Et donc, tout bêtement, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on était TDAH, en fait, au niveau de nos neurones, on a des fentes synaptiques. Donc, c'est l'endroit où, par exocytose, donc on va libérer des molécules qui vont en fait passer d'un neurone à l'autre neurone, donc en faisant leur petit chemin les molécules vont se fixer sur un récepteur de l'autre côté du neurone. Et donc, ça va ensuite générer un influx nerveux. C'est ce qu'on apprend généralement à l'école, même au collège, sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que notre cerveau, il n'est pas bête, et il y a plein de petites molécules qui sont libérées dans cette fente synaptique et qui ne sont pas utilisées. Donc sur le côté de notre neurone qui a libéré ces petites molécules, il y a une espèce d'aspirateur, une pompe, qui va les récupérer pour ensuite les réutiliser et pas refaire des molécules à gogo qui servent à rien. Et en fait, dans le cas de quelqu'un qui est hyperactif, il y a les neurones donc, qui permettent la concentration parce que plus nos neurones sont actifs, plus on est concentré. Et ben cette pompe, elle va agir de manière hyperactive, elle va trop agir. Et avant même, donc quand l'influx nerveux va arriver, par exemple, là il faut que je me concentre. Ok, le neurone a un influx électrique, il libère ces petites molécules. Et ben avant même que ces molécules puissent se poser sur le neurone post-synaptique, on dit, et ben elles vont être aspirées. Donc en fait, l'influx nerveux ne va jamais se faire et donc un manque de concentration totale. Au niveau, moi, de mon médicament, par exemple, il va tout simplement, c'est très simplifié, mais se poser sur cette petite pompe et bloquer cette pompe. Et donc, on va vraiment avoir un influx constant qui va même être accéléré, augmenté, etc. C'est assez diabolisé parce que les parents, ils se disent « mais on va donner des médicaments à nos enfants, etc. » Et en fait, ça peut vraiment avoir un bénéfice. Il faut se dire que on ne devient pas addict. On peut s'en détacher totalement de ces médicaments. Après, peut-être qu'on en aura besoin un petit peu toute notre vie. Ou moi, je sais que mes médicaments, il y a des périodes où j'essaye de les arrêter totalement. Parce que là, par exemple, je suis enfin en vacances. J'ai pas besoin d'être en concentration maximum. Donc là, par exemple, ça fait 2 jours où je les ai pas pris. Mais faut vraiment, je disais d'arrêter de diaboliser ça. Et j'avais aussi une ouverture sur un petit peu plus féministe. Le TDAH, c'est une fille sur 7 enfants, ça serait considéré comme une fille. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais été diagnostiquée. Et moi, j'y crois pas trop à ça parce que, en fait, quand j'étais petite, quand j'avais la bougeotte, etc.,
On m'a toujours dit que j'étais un peu un garçon manqué, que ça passerait, que j'arrêterais de jouer au foot avec les garçons, de machin, que je me calmerais et tout. Alors que quand on voyait un garçon qui avait la bougeotte, etc., il a peut-être un problème, il est peut-être hyperactif, etc. Et on diagnostique assez rapidement. Et du coup, moi, je pense vraiment qu'il y a une difficulté de diagnostiquer les filles parce que on se dit, elle bouge dans tous les sens, elle va se calmer, etc. Je suis quand même assez fière de prouver que en étant hyperactif et en ayant des troubles d'attention, on peut aller à la fac là où normalement on est censé être livré à nous-mêmes. Et je suis assez contente, je suis assez fière d'avoir fait ce choix parce qu'on m'en a beaucoup dissuadée et je suis hyper contente parce que j'ai découvert un univers qui me correspond vraiment très bien. Julie réussit avec détermination à ouvrir sa voie pour devenir vétérinaire. Elle connaît son handicap. Elle met en place des stratégies pour compenser. Elle choisit l'université pour être libre dans ses apprentissages et renforcer sa motivation. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans l'épisode suivant, retrouvez Alexandre, porteur d'une dysgraphie multiple et d'un trouble de l'attention sans hyperactivité. Alexandre se sent différent.